chaque ligne est numérotée pour me servir pour faire l'index, car l'index, à la fin, ne renvoie pas aux pages, mais directement aux lignes et aux notes. Comme on peut le voir, souvent sur une ligne, on voit en exposant un numéro qui, en fait, derrière, renvoie à une note dans laquelle est présenté le document en question, quoi. Et sur la droite, on a les références dans les recueils dollars ou les suppléments de Marc Bouloiseau ou les archives parlementaires qui sont une autre série. C'est la série qui restitue les débats à l'Assemblée. Pour cette série-là, pourquoi, en fait, est-ce que je signale toutes ces références? Parce qu'en fait, on trouve tous ces documents-là en PDF gratuitement sur Internet. On trouve la série des recueils d'Alphonse Hollard gratuitement sur Internet, sur Gallica, qui est le site de la Bibliothèque nationale. Mais souvent, le plus simple en fait pour les trouver, c'est on passe par Google, on tape recueil des actes du comité de salut public, tel numéro, et par Google, en fait, on le trouve plus vite que par Gallica. Parce que le moteur de recherche du Gallica n'est pas, pas terrible. Il faut utiliser le moteur de Google. Et donc, tu peux tout télécharger, c'est ça? Donc, ah oui, on tout peut. en... La série Dollar, on peut la télécharger jusqu'à la fin du conflit. D'accord. Là, on a tout, quoi. Les suppléments, non, les suppléments, on ne les trouve pas en PDF. Et en fait, il est même assez difficile de les trouver, quoi. On les trouve en bibliothèque. Ah, il faut aller ça, c'est un peu. C'est pour ça que souvent, je les cite. Vraiment, les archives parlementaires aussi, on les trouve, mais on les trouve que jusqu'en PDF, on les trouve jusqu'à janvier 94. Et alors, ils existent jusqu'à je crois, décembre 94, donc la fin de l'année, mais on ne les trouve pas non plus en PDF. L'année 94, on ne la trouve pas en PDF, quoi, parce que c'est une série plus récente. Qu'est-ce qu'on a encore comme document? Ah oui, j'ai également rajouté, j'en parlerai après, je vais finir de présenter tout ça. Donc, ensuite, on a des renvois de notes. Donc là, cette fois-ci, tu peux présenter une page de notes, la page 1. Donc pareil, les notes sont présentées de manière chronologique. Je rappelle, donc évidemment, le numéro de la note, et je donne un titre à la note. Ce qui fait que derrière, il y a une table des notes. On peut lire, ne serait-ce que la table des notes, ce qui permet déjà aussi d'accéder assez rapidement aux informations. Et donc, je précise l'origine du document, l'institution qui est concernée, donc là, CSP par exemple, mais ça peut être décret, ça peut être REM. Alors REM, les gens peuvent se demander ce que ça veut dire. REM, ça veut dire tout simplement représentant en mission. Ah, d'accord. Je ne sais pas si tu t'étais posé la question. Oui, c'est pas du tout REM, Losing My Religion. Hein, c'est pas le groupe REM. Tu peux me mettre la page 2? Ok, donc là, le premier objet de la note, c'est évidemment, est évidemment lié à l'information qu'on trouve dans le tableau. Et souvent, à la suite de ce premier document, je présente tous les documents qui ont un rapport avec ce document, quoi. Et c'est pourquoi, dans le tableau, je fais des renvois de notes, mais qui renvoient à cette même note. Voilà. Et donc, en tout, on a un nombre de notes. Donc, chaque note correspond au moins à un document. Donc là, j'en suis à 652, donc il devrait y avoir 653. 653 notes, sachant que dans la plupart des documents, il y a plus d'un document, quoi. Des fois, il y en a presque une vingtaine. En fait, il doit y avoir pas loin de peut-être 1000-1500 documents, quoi. Voilà. Et ce ne sont... Alors, il n'y a aucune synthèse. C'est vraiment les documents à l'état brut. Alors, je rappelle d'où vient le document, mais c'est tout, quoi. Il existe encore le document original, non Souvent, oui, oui, bien sûr. Mais, en fait, Hollard indique aux archives les cotes des documents, quoi. Ah, d'accord. Ouais, on peut les consulter, bien sûr. Oui, alors, moi, je ne donne pas les codes d'archives, puisque de toute manière, pour avoir les codes d'archives, il faut aller aux archives. Mais comme aux archives, on trouve les séries de Hollard, une fois qu'on est sur place, on regarde la page indiquée. Voilà. Alors, autres documents aussi. Donc ça, c'est le gros du bouquin. Le tableau des informations qui fait à peu près 70 pages. Et les notes. Les notes, alors là, les notes, c'est... 700. C'est 7 à 750 pages. Ouais. Et on trouve un document que je trouvais intéressant et que j'avais fait d'abord
par rapport à mon travail général sur le comité de République et les représentants en mission. Si tu peux à la régie envoyer le document mission. Ok, donc dans le document en mission, ce document-là résume en fait les missions de tous les représentants en mission qui ont été, là en l'occurrence, qui ont été sur le théâtre d'opération de l'Ouest. Alors c'est pas forcément uniquement la Vendée au sens propre, c'est vraiment tout l'Ouest. Hein. Puisque de toute manière, par exemple, quelqu'un qui était à Brest avait quand même des rapports avec les représentants de mission, en mission dans ce qu'on appelle la Vendée, donc ça déborde un peu. Et donc on a les missions de tous ces gens-là, quoi. On a une ligne qui représente le temps, les mois, et les barres qu'on peut voir, ce sont en fait les lettres, et les périodes durant lesquelles l'intéressé a écrit au moins une lettre. Au moins une lettre. Ouais. Voilà. Et donc on voit tout de suite quand est-ce que, quand est-ce que l'intéressé était en mission. Je précise où il était en mission, quand est-ce qu'il a été envoyé. Et donc en un coup d'œil, on voit quand est-ce qu'il était sur place, quand est-ce qu'il est revenu à Paris, quand est-ce qu'il est reparti, etc. etc. Ouais. Et donc là, pour ça, il y en a... combien ils sont combien là-dedans hein Ils sont 80. Voilà. Donc le même travail pour 80, et moi là-bas je l'ai fait pour plus de 250. Hein. Voilà. Donc ça c'est aussi une chose qui peut être utile d'ailleurs. Dans le tableau des informations, j'indique qui signe une lettre, mais des fois évidemment ils ont des noms un peu trop longs et ça ne rentre pas. Donc je mets les quelques premières lettres du nom, et si on a oublié qui ça pouvait être, il suffit de se reporter justement à ce récapitulatif d'émission pour retrouver le nom et savoir de qui il s'agit. Voilà. Donc je pense que là on a fait un peu le tour. Évidemment, il y a un index. Alors c'est pas un index détaillé, c'est un index, je dirais sommaire, mais qui, je pense, en dit l'essentiel. On ne trouve pas, par contre, d'entrée pour les représentants en mission, parce que en fait, ça aurait été un peu compliqué, ça m'aurait obligé de faire des entrées qui n'apportaient rien. Tu vois, on trouve quand même, les seuls qu'on trouve, c'est Carrier, de Sinistre Mémoire, Le Quignot et Philippot. Voilà. Et au niveau du comité de salut public, on ne trouve que Robespierre. Puisque, à la base, c'est un peu un bouquin pour défendre Robespierre. Mais voilà. Et ceci étant, par rapport au comité de salut public, comme ils sont vraiment... ça ressort très bien. On voit tout de suite, en feuilletant le tableau, on voit tout de suite où sont les arrêtés. Donc on les retrouve facilement, les arrêtés. Hein. Puisque je suis d'ailleurs en train de parler de l'index, je vais vous lire un petit truc qu'on trouve donc, dans l'index. Je ne l'ai pas signalé ailleurs, mais c'est dans l'index. Voilà, donc comme moi j'ai les fichiers informatiques, je me suis permis de faire des choses qu'un lecteur a quand même du mal à le faire avec la version papier. Quoi. Et donc, j'ai fait un compte. En me basant donc sur le tableau des informations et les arrêtés du comité de salut public, j'ai fait un comptage. Alors, c'est où ça commence pour ça Robespierre. Précision. Alors, 31 arrêtés ou lettres signées par Robespierre, n'ayant pas toujours un rapport direct avec la Vendée, figurent dans le tableau. 31. Donc, ça veut dire que déjà, il y a 31 documents signés par Robespierre. Des bouquins sur la Vendée qui te parlent de Robespierre dans lesquels il n'y a pas un document signé par Robespierre. C'est monnaie courante. Hein. Là, déjà, moi qui défends Robespierre, j'en présente 31. Bon. Aucun n'est signé par lui seul. Un seul est signé avec un seul de ses collègues, Carnot. Donc, j'ai dit pour Robespierre, 31. Le même type de comptage donne 108 signatures pour Carnot, dont 29 documents signés par lui seul. Et 16 signés à 2, 3 avec Barrère, 4 avec Billaud-Varenne, 3 avec Lindé, 3 avec Prieur de la Côte d'Or, 1 avec Couton, 1 avec Robespierre et 1 avec Saint-Just. Donc le même type de comptage. Donc là, pour Carnot, on en est à, j'ai dit combien 108. 108 ouais. Pour Barrère, 89. 89, dont 5 seuls, 2 avec Billaud-Varenne, 3 avec Carnot, 2 avec Hérault. Pour Billaud-Varenne, 82 signatures, dont 1 seul, 2 avec Barrère, 4 avec Carnot, 3 avec Collot. Prieur de la Côte d'Or, 62. Prieur de la Côte d'Or, c'est celui qui signe CA Prieur. Je ne sais pas si que je note PC. D'accord. Pour les signatures.
pour le distinguer de PM, Prière de la Marne. Donc, Prière de la Côte d'Or 62, Colo d'Herbois 50, Lindé 29. Après, bon, on a Saint-Just 17, Héros de Séchelles 12, 12 pour Couton également, et 8 pour Jean-Mont-Saint-André. 4 pour Prière de la Marne. Parce que Jean-Mont-Saint-André et Prière de la Marne étaient quasiment tout le temps en mission. Donc c'est pour ça qu'ils sont ceux qui signent le moins. Mais donc, en tête, on a donc Carnot avec 108, vient en pole position Barrère avec 89, Biot-Varenne avec 82, Prière de la Côte d'Or 62, Colo d'Herbois 50. Moi, il me semble que rien que les signatures permettent de voir qui s'est quand même occupé de la guerre. C'est pas Robespierre, tu vois. Au moins, ça va faire... Et là... Ah, bah, il a disparu. Ah, tu voulais faire la pause? Exactement, Ah bon. bah, le revoilà, c'est magique. Voilà. Exactement, bah, il est prêt. Bah écoute, c'est l'heure de la petite pause. Et puis, on revient juste après. On me dit, d'ailleurs, juste avant la pause, oui, voilà, on m'a parlé de la guerre. Après, on me dit, bah, il pense quoi l'invité de Rénal Séchère? Évidemment, la question imparable. Et ben, on va en parler en deuxième partie. Bah, on fait la petite pause et puis on revient juste après. À vous la régie. Pour le... Bon. Toujours sur les guerres de l'Ouest. Alors, ils ont, visiblement, il y en a qui ont été un petit peu largués dans cette première partie, qui n'ont pas... On est parti un peu dans tous les sens. Voilà, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Il faudrait qu'on recentre un peu le débat. Bah, on pourrait recentrer aussi sur, justement, puisqu'on a été expliqué comment tu as fait ton livre, moi qui me situe, on va dire, allez, le lecteur lambda, voilà, j'avais pas d'opinion précise, hein, même si c'est vrai qu'on avait fait une interview d'un des disciples justement de Rénal Séchère qui nous en avait parlé de ces fameuses guerres de Vendée. Mais à la lecture de ton livre, je me suis dit, bah, c'est à travers les documents, on pourra arriver presque aux deux conclusions opposées. C'est-à-dire que... je crois pas, non. Toi, tu crois pas? Non, non. Bah, pourtant, moi, j'ai trouvé certains passages qui étaient assez extraordinaires. Mais l'histoire, c'est pas quelques documents. L'histoire, c'est l'ensemble des documents. Oui. La vérité dans le tout. Alors, voilà. mais justement, on va dire que même dans le tout, faut admettre que quand même cette guerre, ça a été dur. Là, ça a été dur. Moi, quand j'ai lu, je vais te dire sincèrement, j'ai retrouvé des fois des aspects de notre système actuel, de notre situation actuelle. C'est-à-dire que j'ai senti que il y a un système qui s'appelle la République à l'époque, qui est le nouveau... Qui est instable. Alors, j'ai pas dit qu'il était stable, oui, forcément, oui, il est instable. En ce moment, c'est pas... en tout cas, il s'impose très violemment, en fait, au peuple. Moi, c'est ce que j'ai senti dans le livre. J'ai senti un système brutal, violent. Évidemment, là, on parle de la Vendée elle-même. Mais attends, Robespierre, il n'a pas été sympa. Attends, il y a des passages que j'ai notés. Attends, parce que j'ai noté des petits passages. Il y a un passage de Robespierre que j'ai trouvé quand même assez... c'est le 8 mai, hein, j'imagine. Voilà, évidemment, celle du 8 mai. C'est que ça, là. Hein. Ouais, mais attends, il est quand même extraordinaire ce qu'il nous dit, Robespierre. Il nous dit... je méprise les rebelles et leurs protecteurs. Voilà le premier article de ma profession de foi. Et ensuite, il exprime, et là, c'est ce qui m'a fait un petit peu bondir. Et sans aucun doute, sur mon système, je déclare qu'il faut non seulement exterminer tous les rebelles de la Vendée, mais encore tous ceux que la France renferme de rebelles contre l'humanité et contre le peuple. Le peuple français veut la liberté et il ne peut vouloir autre chose. Cela dit, ça veut dire quoi réellement dans sa bouche? Ça ne veut pas dire qu'il faut massacrer tout le monde. Hein. C'est un peu... Non, mais, très sincèrement. Mais il faut voir aussi l'emphase de l'époque. Tu vois, on sait que la politique que Robespierre a mise en œuvre. Tu vois, c'était pas un fou furieux de la terreur en réalité. Quoi. Là, par rapport à l'Ouest, on parle de gens armés. C'est pas des gens qui manifestent. Mais lui dit qu'il faut aller mater toute la France aussi. Quoi. Ouais, il dit les rebelles. Les rebelles de la Vendée, mais encore tous ceux que la France renferme. Tous ceux, les rebelles, armés. Oui, mais les rebelles. Et il y en avait partout, effectivement. Mais tu sais, quand justement, alors tout au long du livre, dans les rapports, effectivement, on parle de rebelles. Et dans la sémantique, tu sais, comment elle est développée à propos justement de sémantique, un point clé de cette histoire-là, on essaiera après de faire de présenter la chronologie en fait un peu des événements. Quoi.
Mais puisque tu poses la question, un mot-clé, c'est le terme brigand. Oui. D'ailleurs, c'est un terme brigand le terme brigand, en fait, est déjà hérité de la tradition monarchique. Quand il y a des rebelles, on les appelle des brigands, quoi. Et pourquoi on utilise le terme brigand? Parce que nous, on parle de Vendéens. Mais le terme Vendéen est apparu, en fait, au printemps, à peu près au printemps 94. On parle bien de guerre de la Vendée, mais on ne parle pas à ce moment-là, au début, on ne parle pas de Vendéens. Parce que précisément, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on appelle la Vendée militaire, ce n'est pas la Vendée, quoi. Il y a des gens de partout. Il y a même des gens qui sont extérieurs à ces départements, quoi. Donc pourquoi dire les Vendéens alors que la plupart ne sont pas de la Vendée, quoi. Et pourquoi donc, après, le terme Vendéen... Alors, autre chose, le terme brigand, dans la bouche des révolutionnaires, désigne... Des révolutionnaires, je parle du comité, de la convention, désigne bien les rebelles armés, les gens sous les armes. C'est vrai qu'après, Turreau, lui, donnera une extension à ce terme, ce qui fera que le comité ne comprendra pas ce que lui raconte Turreau. On y reviendra après. Et j'ai fait une vidéo qui s'appelle L'imposture du génocide vendéen, où je présente une cinquantaine de documents qui montrent que le terme brigand désigne bien les rebelles armés et non pas l'ensemble de la population. Parce que la thèse du génocide repose là-dessus, quoi. En faisant croire que le terme brigand désigne aussi bien pour le comité et la convention que pour les représentants en mission l'ensemble de la population, évidemment, quand on te parle d'exterminer les brigands, on comprend quoi, exterminer la population. Or, c'est pas du tout comme ça qu'ils l'entendaient, eux. Non. Et donc, je répète, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, où je présente une cinquantaine de documents, que je ne peux évidemment pas présenter maintenant, sur ce point-là, quoi. Non, parce que moi, ce que je vois aussi, c'est que ce que je constate donc, à travers la lecture, c'est que le comité met beaucoup d'argent dans cette guerre. Elle coûte cher, la guerre. Il n'a pas peur. De l'argent. Il passe plusieurs ordres de missions, parce qu'à un moment donné, il y a les soldats aussi qui se rebellent un peu, parce qu'ils ne sont pas payés. Ah oui, c'est un grand classique. C'est un Capharnaüm. C'est un Capharnaüm, oui. Alors, un grand classique, mais à un moment donné, moi, alors, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a un rapport qui parle des prisonniers. Je vais le retrouver. Où il dit, voilà, tu t'en souviens. Donc, il dit que les prisonniers, en fait, parlent de l'humanité des rebelles. Ah oui, d'accord, oui. Et j'ai trouvé ça. Et alors, comme quoi, d'ailleurs, quand on nous dit que les républicains, d'ailleurs je présenterai après un document par rapport à ce sujet, quand on nous dit que les républicains cachent les choses, ils ne cachaient pas les choses, hein. Tout ce que tu lis là, ça a été lu à la Convention, par exemple. L'humanité des rebelles, etc. C'est un fait connu qu'effectivement, les rebelles faisaient des prisonniers. Oui. Voilà. Ouais, c'est pas caché, quoi. Non, bien sûr, les rebelles faisaient des prisonniers. Et inversement, ne sont pas non plus cachés les atrocités qui ont été commises par les troupes républicaines. C'était dénoncé à la Convention. Et sur la question que tu dis, là, le comité a mis de l'argent, évidemment, dans une guerre, il faut de l'argent, hein. Oui. Et on peut dire que c'était le foutoir, en réalité, des deux côtés, hein. Oui. Bon, on comprend mieux que ce soit le foutard côté rebelle, quoi. Mais c'est vrai que côté... Peut-être même moins, d'ailleurs, puisque eux, ils étaient chez eux, c'était quelque chose qui a été mûri. Il y a eu un côté spontané, mais bon. Mais côté républicain, ils ont envoyé des troupes qui venaient d'un peu partout. Oui, c'est ça. Donc il y a pas. On démobilise, d'ailleurs, il en parle dedans, on dit à un moment donné, oui, on démobilise du Rhin, de l'Est, oui, bien sûr, du Nord. Alors, au niveau des troupes républicaines, qu'est-ce qu'on avait sur place? On avait des gardes nationales, c'était les premiers qui étaient sur place. On avait des soldats réglés, des soldats, quoi, qui venaient, mais qui ne faisaient pas partie d'une armée. Il y en a qui étaient effectivement rappelés du Nord, d'autres qui étaient montés des Pyrénées. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. On avait des volontaires aussi. Et on avait notamment des volontaires parisiens. Et on avait des gens qui ont été levés, comme je disais tout à l'heure, dans les départements voisins. Enfin, c'était ça l'armée républicaine. C'est-à-dire que ce n'était pas une armée, quoi. C'était un assemblage informe de gens qui souvent n'avaient pas d'armes, pas d'équipement, qui avaient à peine de quoi manger. Enfin, donc, une situation dramatique, quoi. Et après, donc, ce qui explique d'ailleurs pourquoi il y a du pillage. De toute manière, toute armée pille. Ça, c'est un classique de l'époque. À l'époque, il n'y a pas d'intendance, il n'y a pas de...
en plus, dans cette région, déjà, l'armée est divisée en différentes unités de corps, etc. Et sur le terrain même, souvent, la végétation fait que les corps sont encore obligés de se subdiviser. Donc on a des petites unités comme ça qui se battent dans tous les sens. Personne n'a de prise là-dessus, quoi. Croire que la Convention a maîtrisé ce qui se passait sur le terrain, c'est une vue de l'esprit. Oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire que on comprend bien que voilà, il y a un pouvoir. En plus, il faut se remettre, on est au XVIIIe siècle, il n'y a pas le téléphone et Internet. Ouais. D'ailleurs, c'est effectivement, là tu rebondis sur ce que disait quelqu'un tout à l'heure, sur le... Oui, qui était étonné que tous ces puissants de l'époque n'avaient pas connaissance de ce qui se passait dans l'Ouest. Bien sûr, ça c'est vraiment une donnée qu'il ne faut jamais oublier, c'est que nous, aujourd'hui, on sait ce qui se passe instantanément en Chine. Les gars, à l'époque, ils ne savent pas ce qui se passe à 50 km. À 50 km, oui. Voilà, donc, d'ailleurs, il faut plusieurs jours pour qu'ils réagissent, hein, puisqu'ils ils commencent à savoir ce qui se passe, qu'il se passe déjà des troupes depuis. Et encore, ils réagissent en fonction de l'information qu'ils reçoivent. Donc oui. Ça dépend de celui qui l'a donné. Si celui qui a donné l'information s'est trompé ou déforme les faits, etc., voilà, le comité réagit par rapport à ça, mais ça, c'est une donnée il faut vraiment garder à l'esprit, quoi. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'aviation, on ne sait pas où est l'ennemi, etc., etc., quoi. Alors, on va peut-être essayer de reprendre du début. Donc, je vais exposer les grandes lignes de ce qu'a été la guerre de Vendée. Donc, sans revenir sur la question des causes. Donc, mois de mars 93, le recrutement amène un soulèvement populaire en Bretagne en général. Rapidement, au nord de la Loire, ces soulèvements sont écrasés assez facilement, mais pas au sud. Les rebelles, alors, malgré les proclamations de la Convention, qui effectivement promet les chefs des rebelles à la mort, elle propose aux autres de passer l'éponge s'ils déposent des armes, dans un délai de 24 heures. C'est la proclamation du 19 mars, qui n'est pas d'ailleurs, comme le dit Rénal Sécher, la loi des suspects. Je ne sais pas pourquoi il l'appelle la loi des suspects. C'est la loi contre la rébellion au recrutement, la loi du 19 mars, enfin du 19-20 mars. Et ces rebelles, gonflés par leur premier succès, évidemment, n'ont aucune intention de déposer les armes. Et donc, en plus, ils sont maîtres du terrain pendant un certain temps. Les républicains locaux envoient des gardes nationales qui se font battre, ou des armées qui, inversement, ont des succès. En fait, il y a une alternance de succès et d'échecs de part et d'autre pendant plusieurs mois, jusqu'à la victoire de Cholet. La victoire de Cholet, c'est le 17 octobre 93. Pour moi, je ne fais pas de différence entre après la victoire de Nantes, donc le 29 juin, c'est-à-dire Nantes qui repousse les rebelles, ou après l'arrêté ou le décret du 1er août, ou le décret du 1er octobre qui demande de finir la guerre de Vendée avant le 20 octobre. Sur le terrain, il y a une espèce d'uniformité pendant toute cette période, du début à la victoire de Cholet, alternance de victoires, de défaites, et presque de manière surprenante, il y a la défaite de Cholet. Et, encore plus surprenant, une grosse partie des chefs rebelles décident de passer la Loire. Alors là, c'est vraiment l'erreur tactique. Leur force, c'était justement d'être chez eux, et là, ils passent la Loire. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent en territoire étranger, quoi. Et là, ça va être Alors, ils sont nombreux. On estime à peu près à 40 000 combattants. 40 000 combattants, alors qu'en face, il y a quelques milliers de soldats, ils sont pas... Ah oui, il n'y a pas... Ça dépend. Enfin, au début, il n'y a pas... Ils sont pas beaucoup. Non, il n'y a pas... On voit les lettres des missionnaires sur place qui envoient les lettres au comité qui disent mais c'est la panique en fait, on sent la panique à bord. Ils leur disent attention, on n'est pas nombreux, ils vont tout prendre. Le pire, c'est qu'ils sont mal armés, ils n'ont pas d'armes. Il y a énormément de lettres où ils disent mais envoyez-nous des armes. Et le comité, la seule réponse qu'il leur fait, c'est démerdez-vous. Trouvez des armes sur le terrain, réquisitionnez, faites ce que vous pouvez. On n'en a pas. Donc faites ce que vous voulez. Mais je reprends mon récit. Donc les Vendéens passent la Loire. Donc, on estime à peu près 40 000 combattants.
Et en tout, c'est une espèce de horde de 80 à 100 000 personnes. Ils passent la Loire à Saint-Florent et ils remontent. Et leur but, c'est quoi? Ça va être de tendre la main aux Anglais. Ouais. Ils veulent prendre un port. Alors, ils savent pas. Saint-Malo, c'est ça C'est ou Saint-Malo, à un moment donné, c'est ou Saint-Malo, et finalement, ils penchent pour Granville. Ouais. Mais ils vont échouer. Oui, parce que, alors aussi, il faut préciser, parce que ça, il y a une angoisse constante pendant ces événements, parce que j'ai lu pas mal d'extraits là-dessus où on a peur d'un débarquement anglais. Ah ben, c'est tout le temps. Voilà, on est sous la pression constante d'un débarquement Absolument, anglais. mais d'ailleurs, avant que la guerre elle-même commence, les seules troupes qu'on a qui sont sur place sont sur les côtes. Et tout le long, en fait, on trouve, mais c'est constant, la peur d'un débarquement anglais. Et d'ailleurs, apparemment, les Anglais avaient effectivement envisagé un débarquement, donc c'est fin décembre, je crois, fin 94. Et voilà. Ils voulaient débarquer à Saint-Malo, c'est ça? Ils voulaient débarquer à Saint-Malo. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est au moins ce que les républicains croyaient. Quoi. Et non, mais c'est constant. Et d'ailleurs, en 93, il n'y en a pas, en 94, il n'y en a pas, mais en 95, il y en a 2, voire 3, je crois, de débarquement. Donc, c'est pas une crainte, c'était pas un fantasme. Attends, là, on est en guerre contre l'Angleterre. Bien sûr, ouais, on est en guerre contre l'Angleterre. Donc, cela dit, tu m'as encore fait. Pardon, ouais. Je continue le récit. Échec à Granville, et il reflue. Alors, d'ailleurs, malgré l'échec de Granville, les chefs ne savent pas trop, en fait, sont pas d'accord. Et c'est surtout la troupe en fait qui veut rentrer chez elle. Les chefs envisagent éventuellement de marcher sur Paris ou de rejoindre les armées du Nord. Mais non. Tiens, si la régie peut mettre d'ailleurs la carte de la virée de Galerne. L'époque, enfin, cet épisode-là, ça s'appelle la virée de Galerne, à partir du moment où il passe la Loire. Et donc, du coup, l'armée redescend, enfin, les rebelles redescendent. Ils repassent par Mayenne, par Laval. Ils descendent sur Angers, mais ils n'arrivent pas à passer, donc ils remontent. Là, ils remontent vers Le Mans, où là, ils vont se faire cerner et écraser. Enfin, écraser, en tout cas, tailler en pièces. Les rescapés s'échappent et, n'arrivant toujours pas à passer la Loire, poursuivent la Loire vers l'ouest, vers Savenay. Et là, ils vont se faire écraser à Savenay. Là, grosso modo, c'est la fin, normalement, de la Vendée, quoi. Alors effectivement, il n'y avait pas que des combattants, mais effectivement, ils ont écrasé tout le monde. Mais ces gens-là, c'était quand même tous des gens qui suivaient des rebelles, ce n'était pas l'ensemble de la population normandie. C'est là, je vous donne les chiffres de Reynald Sécher. C'est la population, alors je ne sais plus si c'est 815 ou 825 000 habitants. Le nombre Reynald Sécher arrive à un bilan humain, donc, de 117 000 victimes, comprenant d'ailleurs les blancs et les bleus. Donc, et ça, c'est un comptage, c'est pas un comptage, c'est un calcul qu'il fait à partir de la population de 1800. C'est-à-dire qu'il regarde combien il y a d'habitants, combien il aurait dû y en avoir en 1800, et il trouve un déficit de 117 000. Donc, et c'est en 1800, c'est pas à la fin de 94. Donc, on a grosso modo. Moi, je ne me bataille pas sur les chiffres parce qu'on ne peut pas avoir de chiffres exacts. Mais disons que c'est entre 117 000, ça me paraît effectivement une fourchette basse, et 150, quoi. Et on est quand même très très loin encore de 825 000. Ça fait du monde, mais c'est une guerre. Ça a été. Mais on est loin. Malgré tout ce... Et là, ça fait quoi, 10%? Un peu plus 10, ça fait une quinzaine de pourcents. Quoi. Ouais. Et là encore, j'ai pas encore... Après, je vais parler de Turreau. D'ailleurs, je précise pour les spectateurs que dans la troisième partie de l'émission, je répondrai aux questions. Oui. Aux questions précises, pas aux affûter les questions. Voilà, sur des documents, sur des... Voilà, Donc... cette première partie à ce moment-là, les Républicains pensent que c'est terminé. D'ailleurs, dès la fin de la victoire dès la victoire de Cholet, ils pensent que c'est terminé et la Convention elle-même décrète que c'est fini. Donc, quand on nous dit que le décret du 1er août qui demande d'exterminer les brigands avant le 20 octobre
est un décret demandant d'exterminer la population, ça n'a pas de sens, puisque dès le 23, la Convention décrète que c'est fini, parce qu'elle pense que c'est fini. Bon. D'ailleurs, à ce sujet, je demanderai également aux spectateurs s'ils savent de quel décret il est question quand on nous dit que, n'ayant pas été aboli, il court toujours. J'ai entendu un truc comme ça. Ouais, on nous dit que ces décrets sont toujours valables. Je ne vois pas de quel décret on parle. Moi, il me semble qu'avec les traités qu'il y a eu, avec les différents décrets, évidemment, la guerre de Vendée est refermée. Donc, si des gens savent de quoi il est question, j'aimerais bien qu'ils me le précisent. Donc, on a cette virée de Galanne qui est écrasée. Alors, c'est au mois de décembre, c'est le 23 décembre. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Il reste Charette, qui lui n'a pas suivi le gros de la troupe, qui est resté dans le pays de Retz ou dans le Bocage, enfin dans cette région-là. Lui, il est au sud de la Loire, mais côté ouest. En fait, il est au nord de la Vendée, voire au sud de la Loire inférieure. Et il a pris Noirmoutier. Donc, opération fin de l'année, reprise de Noirmoutier. Noirmoutier est repris le 4 janvier, si je ne m'abuse. Non, le 3. Voilà. Et là, normalement, la Vendée, grosso modo, est terminée. C'est pas tout à fait fini, mais il reste. Charette n'a plus que quelques hommes avec lui. Il reste éventuellement Stofflet, qui est revenu, parce que tout le monde n'a pas été écrasé à Savenay. Il y en a quand même qui ont réussi à passer. D'autres qui se sont cachés et qui, pour certains, vont alimenter ce qu'on va appeler la chouannerie, au nord de la Loire. Mais bon, c'est quasiment terminé, quoi. Et le général Kléber, qui était venu avec les... alors je ne sais plus si c'est l'armée de Mayence ou le détachement de l'armée du Nord, qui propose un plan, mettre des camps. Si tu peux mettre le plan, si la régie peut mettre le plan de Kléber. Je ne sais pas s'il est là, non? Ah oui, il nous écoute, c'est sûr. Propose de mettre des camps pour cerner Charette et d'écraser Charette. Voilà. Après, ce que Charette, on sait à peu près où il est. Le reste des rebelles, il y en a encore quelques-uns, du côté de Cholet, entre Cholet et Châtillon, enfin par là. D'ailleurs, il estime les brigands, enfin les rebelles, à 6 000. Alors que l'armée républicaine est, je ne sais plus combien. J'ai tout ça, je ne l'ai plus en tête là. Plusieurs dizaines de milliers de toute manière. Hein. Ouais. Le plan, voilà, donc on trouve ça aussi dans le bouquin, dans 28 000, voilà. 28 000 contre 6 000, ça devrait quand même faire le poids. Bon. Mais à ce moment-là, arrive Turreau. Alors d'ailleurs, sur Turreau, effectivement, un des reproches qu'on fait apparemment à Robespierre, c'est d'avoir signé l'arrêté de Turreau. Turreau avait servi en Vendée et avait été affecté à l'armée des Pyrénées orientales occidentales, enfin à l'armée des Pyrénées. Mais c'est je crois que c'est oriental, ouais, c'était du côté de Bayonne. Ouais. Mais les représentants qui sont sur place ne le supportent pas et demandent à ce qu'il soit envoyé ailleurs. Quoi. Turreau fait sa demande au ministre de la Guerre, qui effectivement l'affecte non seulement en Vendée, mais lui donne le commandement en chef de l'armée de l'Ouest. Et le comité valide cette décision. Mais ce n'est pas le comité qui l'a fait, enfin qui la prend. Tu vois, il valide. Et donc Robespierre signe également cet arrêté. Quoi. Ceci étant, personne ne sait ce que va faire Turreau. Tu vois, lui, il est affecté à l'armée de l'Ouest. Est-ce que je l'ai noté quelque... Je ne sais pas si je l'ai noté. Grand Ruine. C'est en novembre, je crois. Octobre. C'est bon. Bon, peu importe, je crois que c'est vers le 17 novembre. Et lui, donc, il va arriver il arrive à Nantes. On ne sait pas ce qu'il fout d'ailleurs. Il arrive dans la région, puis il repart vers Angers, Rennes, et puis il revient à Nantes. Au moment en fait, c'était l'époque de Savenay. Les généraux qui sont sur place lui disent ramène-toi en courant. On est à la veille de la bataille. Lui, il part dans l'autre sens. Quoi. Bon. Il arrive à Nantes au moment où c'est quasiment fini. Quoi. La prise de Noirmoutier est sur le point d'aboutir. Et il arrive à Nantes. Et là, il met son plan en place. Le fameux plan qu'on appelle les colonnes infernales. D'ailleurs, colonnes infernales. Ça, si on peut mettre le plan de Turreau
à l'image. Qu'est-ce que c'est Alors, son plan est quasiment le contraire de celui de Kléber. Kléber, qui avait prévu de cerner Charette et d'écraser Charette, parce que c'est la région où il y a encore quelques rebelles, lui, il prévoit essentiellement d'écraser la région où il n'y a plus de rebelles. Ouais. Quand les rebelles ont passé la Loire, ils étaient nombreux. Et du coup, ils n'étaient plus dans le pays, et en fait, les autorités républicaines ont repris les régions, ont repris la main, quoi. Et lui, en fait, il va écraser les régions qui ont été reprises par les républicains. C'est le truc complètement dément, quoi. Mais c'est lui qui le met en place tout seul. Il le dit, il l'écrit. Il le dit, et en plus, il le dit, j'avais conçu mon plan avant même d'arriver, avant même de prendre le commandement. Donc, et qu'est-ce que c'est? On dit souvent les 12 colonnes. En fait, il y en a 11. Les principales sont 11. C'est 6 colonnes divisées en 2, sauf une qui n'est pas divisée, quoi. Et elles partent de l'ouest. Alors d'ailleurs, son plan est censé finir la guerre. Alors je vois pas comment il pourrait la finir puisqu'il s'attaque pas. Il tape dans le vide. Ça pourrait évidemment pas finir en tout cas ce conflit. Et il annonce au comité que son plan va régler la guerre en 8 jours. Donc son plan commence, il lance ses colonnes le 21 janvier et elle doit avoir terminé le 27 ou 28. Donc on a le plan initial, on sait par où les colonnes devaient passer, etc. Sauf qu'à l'arrivée, évidemment, non seulement ça n'a pas marché, mais en plus ça a rallumé la guerre, puisque c'est une région qui avait été reprise par les républicains, et eux, ils ont commencé à tout massacrer, quoi. Mais ça, ce n'est pas dit au comité, hein. Tout ça, ils le font. Et d'ailleurs, Turreau écarte systématiquement tous les gens qui se plaignent de sa tactique. Il les écarte, il les fait envoyer ailleurs, ou les casse, etc. Tu vois, il fait son truc à lui, quoi. Et arrivé au terme de cette semaine, cette fois-ci, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'ordre de marche pour les colonnes. Et en plus, évidemment, ce comportement, partout où ils arrivaient, ils brûlaient tout, ils chassaient ils massacraient les civils. Là clairement, lui, il massacrait les gens, quoi. Mais ça, en fait, sa réputation, là. Oui, ça, on ne peut pas le comprendre si on lit uniquement sa correspondance. D'ailleurs, un ouvrage qui complète la série dont j'ai parlé tout à l'heure, les recueils d'Ollard, c'est La guerre des Vendéens et des Chouans de Savary. C'est un peu l'équivalent par rapport à Ollard, mais là vis-à-vis des généraux. Moi, je croyais que c'était un récit, Savary. En fait, c'est presque un recueil des lettres des généraux. Et donc là, on trouve toutes les lettres. Derrière, il ajoute quelques analyses. Et si les gens s'intéressent à cet épisode des colonnes infernales, qui est quand même au cœur de la polémique, je vous invite à voir un site qui s'appelle Rambard, un site de Jean Rambaud, Rambard dans REMBA2R.fr. Et là, vous aurez le parcours de toutes les colonnes. C'est vraiment très bien fait. Donc cette personne-là a également fait un site à partir de l'ouvrage de Savary. Il a retracé donc le parcours de toutes les colonnes avec toutes les dates, les exactions qui ont été commises. Mais ça m'a servi parce que, encore une fois, quand on lit la correspondance de Turreau, on ne comprend pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que disait quelqu'un tout à l'heure. À l'époque, il ne savait rien. Mais en fait, aujourd'hui, on sait beaucoup plus de choses parce que l'histoire est passée, les historiens ont fait un travail. Mais à l'époque, il y a des choses qu'on ne savait pas à Paris. Tu vois, quand Turreau annonce on a écrasé 1000 brigands, pour le comité. C'est 1000 brigands, quoi. C'est 1000 brigands. On ne se rend pas compte, c'est 1000 personnes. Dedans, il y a des femmes, des voilà, enfants, ils t'ont pas dit, c'est des gens qui étaient cachés dans une forêt. Alors ils étaient dans une forêt, ils se cachaient, les mecs, évidemment, ils se cachaient. Donc, mais c'était qui ces gens? C'était la population, c'était des femmes, des enfants. Et effectivement, ils massacraient tout. Et quand il fait son rapport, on ne le comprend pas. En fait, quand on lit les rapports de Turreau, on ne comprend rien, quoi. Il minimise systématiquement tous les échecs. Il oublie évidemment de préciser que c'est sa tactique qui a rallumé la guerre de Vendée. Mais ça, beaucoup de gens l'ont compris, hein. Billaud-Varenne est un des premiers, d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas si c'est le premier, en tout cas, il le dénonce. Billaud-Varenne, qui fait partie du comité de salut public. À ce moment-là, il est en mission à Saint-Malo pour organiser lui-même un débarquement.
mais dans l'autre sens, évidemment, côté Angleterre. Et lui, il le dénonce, il dit, mais Turreau a rallumé la guerre. Tu vois, ils en ont conscience, mais en tout cas, il l'a fait, quoi. Et du coup, en fait, là, il va falloir gérer cette histoire-là, quoi. Et c'est bon. Et donc, malgré tout, là, Turreau arrive à baratiner le comité pendant un certain temps. Au bout d'un moment, le comité le suspend. Et à partir du moment où Turreau est suspendu, donc c'est le 13 mai 94. Et en fait, à partir du mois de mai, mais normalement, la situation en fait est assez. C'est plus de vrais rebelles. En fait, c'est des gens qui souvent ont rejoint les rebelles par désespoir, mais c'est pas des gens qui forcément avaient envie d'être dans la rébellion, quoi. Et la situation, en fait, le comité pense que la situation pourrait effectivement se calmer, et dès le mois de mai, le comité envisage de retirer des troupes. Il envisage de retirer près de 30 000 ou 40 000 hommes de la Vendée. C'est-à-dire plus de la moitié de l'effectif combattant. Parce qu'à ce moment-là, on estime à peu près quasiment 100 000 hommes sur place, mais il y en a au moins un quart, un tiers qui sont dans les hôpitaux. Donc tu retires un quart, un tiers à 100 000, si tu en enlèves 30 à 40 000, qu'est-ce qui reste? Et d'ailleurs, un des gros problèmes de cette guerre de Vendée, c'est qu'en fait, pour écraser, mais sans se livrer à toutes les exactions qui ont été commises, mais pour écraser la Vendée, il fallait tenir le terrain. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de troupes pour le faire. En plus, sans parler de ce qu'on a dit tout à l'heure, du fait que c'était des troupes complètement disparates, des généraux qui ne s'entendaient pas entre eux, des troupes qui ne s'entendaient pas entre elles. Donc quoi, il fallait mieux exterminer? Non, ce que je veux dire, c'est tenir le terrain. Mais pour tenir le terrain, en fait, il aurait fallu tenir le terrain et resserrer petit à petit pour cerner les rebelles. Mais pour tenir le terrain, un terrain aussi grand, enfin aussi vaste, il en faut des troupes, quoi. Tu vois, le peu de troupes qu'ils avaient, en fait, ne permettait pas de le faire. Ce qui a dicté quelque part la tactique. C'est la tactique des colonnes, mais ce genre de tactique ne peut mener à rien, puisque tu rentres comme dans du beurre, c'est vrai, mais tu ne peux pas rester, donc tu repars. En plus, comme Turreau a tout fait brûler, bon, il est vrai que le comité avait ordonné, par le décret du 1er août 93, de brûler les fours, les moulins, etc. Donc, ça, c'est quand même vache, ça. Non, pourquoi? Qu'est-ce que c'est un siège? La tactique du siège, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est de faire patienter l'autre pour le faire. Ça dépend si on est le siégeur ou l'assiégé. Non, mais quel est le but de l'assiégeur? Bah, l'assiégeur, on va dire, faire craquer l'assiégé, c'est-à-dire en l'asphyxiant. Au bout d'un moment, de toute façon, il est obligé de craquer, quoi. Là, la différence, c'est qu'il n'y a pas un lieu, c'est une région. Mais ils ont fait, en fait, c'est la même tactique. C'est-à-dire qu'on prive l'ennemi de subsistance. Tu vois, c'est brûler les moulins, pas les maisons, mais tout ce qui lui permet de s'alimenter, etc. Ouais, mais là, c'est quand même. Mais cela dit, en fait, c'est contre son propre peuple, je trouve ça. c'est une guerre, hein, ils se tuaient entre eux. Hein. Ouais, c'est dur, quoi. Ça veut dire que la République, en tout cas, qui se prévaut sans cesse, je sais pas, d'aspect humaniste, etc. Ah oui, non, mais d'accord, mais là, elle a un peu laissé de côté, quoi, les a laissés apparaître. Non, mais attends, à partir du moment où ils font des propositions de paix, que ce soit, je dis pas que sur le terrain ça a marché. On sait qu'il y en a qui se sont rendus. On sait également que quand certains se sont rendus, ben, les autorités qui étaient sur place ont quand même fait fusiller les gens qui se sont rendus. Exactement. Mais ça, c'est indépendant, tu vois, des décisions prises à Paris. Après, c'est le compte. Ah bah, je dis pas après, c'est toute la complexité. apparaît assez dur. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'à chaque fois, si tu veux, la République, elle est dure. Même à la fin, je veux dire, même quand la République. Alors attends, il y a un passage extraordinaire. À la fin, on parle de manifestation de joie. Et alors là. C'est pas la fin. Hein. Enfin, la fin, non, pas la fin. Juin 93, pardon. Je dis la fin, c'est pas vers la fin. C'est vers juin 93 où, en fait, ils matent. Voilà. Ils arrivent à mater finalement toute la région, Nantes, etc. Hein. En juin 93 un petit peu quand même. Et puis, ils parlent de faire une grande procession. Et ils disent... les institutions républicaines, quoi, qui vont faire une fête. Et pourtant, à la fête... Alors, attends, il faut que je retrouve le passage. La fête, on dit tout le monde... ils disent, il y a une espèce de silence. Et ils disent, mais tout le monde est d'accord. En fait,
En fait, on nous sort que, oui, bon, bah, en gros, on les a écrasés, mais bon, bon maintenant, ils n'ont plus rien à dire. Alors, je sais plus où est-ce que. Il y avait ce passage qui était assez fabuleux. Je vais le retrouver. Il y a donc il dit en fait en gros, bon bah les gens maintenant on les a matés, et maintenant ils adorent la République, c'est parfait. Oh ils sont silencieux, ils disent plus rien, Ouais. mais ils sont heureux, ils adorent la République.